Les épreuves viennent les uns après les autres dans la vie, mais ce qu'on ne peut pas toujours prévoir, c'est l'ampleur de la difficulté qui sera avec ces épreuves. Aujourd'hui, on est là. Demain, on sera peut-être en train de gérer 2, 3 autres coups difficiles de la vie. Mais le plus important, c'est de savoir ce qui s'est passé hier et comment est-ce que cela a contribué à faire la personne que nous sommes aujourd'hui. Ce qui nous amène justement à vous présenter l'histoire de Weti Joly et surtout, quel a été son plus, j'ai envie de dire son secret, qu'est-ce qui a fait sa force, quel a été son appui pour vaincre cette histoire. Eh bien, je parle d'histoire, je parle de mystère, mais on va démystifier ça tout de suite. Mais avant, accueillons plutôt notre noble invité. Bonsoir. Bonsoir Linda, bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être là. Aujourd'hui, je suis là pour partager avec vous mon histoire, pour partager avec vous mes peurs, mes craintes, les difficultés que j'ai rencontrées et surtout, comment j'ai fait pour les vaincre. Voilà, et on est sur le plateau de J'ai vaincu, voici mon histoire, pour parler de son histoire, ça fera beaucoup d'histoires. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu as vaincu? Déjà, jolie, comme ton nom l'indique, tu es très jolie. Jolie, Weti, Babette, est-ce que tu peux nous décliner un peu ton profil? On va dire ça comme ça. Alors, je suis Weti Joly Babette, j'ai 34 ans cette année, j'ai un petit garçon de 4 ans, je suis maman, j'aime bien le dire. Et ça va faire près de 4 ans, 5 ans que je suis auto-entrepreneur, voilà, que je m'emploie toute seule, que je suis entrepreneur si vous voulez. Et j'entreprends dans plusieurs domaines d'activité, dans la communication digitale, dans la représentation des marques et aussi dans la restauration. Donc je suis fondatrice, présidente si vous voulez, directrice pardon, générale de JB Group SAR. C'est une entreprise nouvellement créée qui regroupe toutes ces choses-là qui me passionnent, toutes ces choses-là que j'aime partager avec vous et dont je capitalise au quotidien. Je dois vous dire que j'ai dégusté quelques plats qui viennent de ce JB SAR. Donc vraiment, c'était super. Je ne sais pas si je dois parler du sanga, tout chaud, tout bon, ou des choux farcis à la viande hachée, mon préféré d'ailleurs, ou alors de ces autres délices. En l'occurrence, les jus de fruits. On peut citer, hein? Oui, bien sûr. Donc, comme je disais, JB Group SAR regroupe plusieurs secteurs d'activité, la restauration notamment. C'est le projet qui a été lancé nouvellement pendant mon combat, entre guillemets. Et c'est quoi en fait Fruit & Flavor? C'est une entreprise qui vous prépare des repas sains, qui vous accompagne au quotidien dans vos habitudes alimentaires, qui vous aide à améliorer vos habitudes alimentaires. Et comme disait Linda tout à l'heure, c'est une très grande cliente. Elle aime beaucoup nos plats, notamment le sanga, notamment les choux farcis. Et avec du bon melon. Voilà, avec du melon. Avec du melon. Et puis à côté de ça aussi, on fait dans les jus naturels, on fait dans les salades de fruits, on fait dans les crudités. Et voilà, on a beaucoup des buffets à volonté pour vous. Traiteur, service traiteur, suivi diététique, etc. Et il faut dire que sa grosse cible, c'est les célibataires. Donc, les personnes qui n'ont pas la possibilité de cuisiner tout le temps, mais qui veulent quand même manger ça. Alors, elle parlait tout à l'heure de Fruit & Flavor, comme ce projet qu'elle a développé pendant son combat. On va revenir à ce combat justement. De quoi s'agit-il? Ça commence quand? Et comment est-ce que tu découvres que voilà, c'est désormais ton nouveau fardeau? Alors, en 2019, plus précisément le 10 octobre 2019, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein au grade 2. Voilà. Ça fera 2 ans. Voilà, ça va faire pratiquement 2 ans que je me bats au quotidien contre cette maladie. C'est vrai quand même, Linda, j'aimerais préciser que 2 ans avant, quand on fait un retour en arrière, on verra que je m'impliquais beaucoup dans des campagnes de lutte contre les cancers. Je participais à des campagnes. Je peux citer comme ça 2017 où j'ai fait une campagne, 2018 où j'ai fait une autre campagne. Et en 2019, mon diagnostic tombe un peu comme, je ne sais pas si je dirais ironie du sort ou alors, mais voilà. Donc on va dire que c'est quand même un milieu que je côtoyais un peu avant la maladie. Peut-être c'est aussi l'une des raisons qui a fait en sorte que je puisse facilement accepter et que je puisse facilement m'engager dans ce combat-là.
D'accord. J'ai envie de savoir, permets-moi de creuser, hein. Comment est-ce que cela a commencé? À partir de quel moment tu te rends compte que tu es malade, que tu es atteinte du cancer du sein? Qu'est-ce qui t'amène à l'hôpital? On peut être là comme ça, on ne sait pas qu'on est malade. Qu'est-ce qui a provoqué cet élan d'examen? Tout a commencé par une mastite infectieuse. Je dois préciser que j'ai commencé à ressentir la masse quand mon petit garçon avait 3 mois. Donc, il était encore dans mes bras, je l'allaitais encore. Et j'ai consulté le médecin qui m'a fait savoir que c'était probablement dû à l'allaitement. Donc, il fallait attendre de serrer le petit pour voir si ça persiste ou pas. Donc, 9 mois après, quand j'ai serré le petit, il y avait toujours cette masse qui était là, qui n'était pas partie. Et après ça, un mois après, j'ai commencé à avoir des pics de douleur. Donc, je pouvais ressentir une douleur très forte un jour, 2 jours. Après, ça se calme. C'était comme ça pendant plusieurs mois. Et puis, je me disais, forcément, c'est rien de grave. Je ne m'inquiétais pas plus que ça. Parce que, voilà, comme j'ai toujours eu des petits bobos avec mes seins, je me disais, bah, c'est rien de très grave, vu que le médecin m'avait déjà rassurée par rapport à ça. Donc, à partir de mai 2019, j'ai commencé à avoir vraiment mal au sein et mon sein a commencé à changer, notamment de volume, d'aspect, et il me faisait horriblement mal et j'ai eu des éruptions d'abcès. Donc, je suis allée rencontrer un gynécologue. Il m'a fait faire 2 examens, une cytoponction et une mastectomie. Alors, j'ai fait les examens et les examens ont révélé qu'il y avait une tumeur bénigne. Donc, c'était rien de bien C'était grave. pas grave. Voilà, ils m'ont mise sur antibiotiques, sur traitement. Et là, il fallait que je revienne pour on devait faire une incision. Il y a une incision qui était prévue, mais il fallait que le pus soit suffisamment connecté parce que, comme je disais tout à l'heure, il y avait un abcès, voilà, qui s'était formé. Donc, sur cette période-là, sur 2 semaines, j'ai eu environ 7 éruptions d'abcès, oui. Et je ne sais pas si j'appellerais ça chance, mais c'était des abcès externes. Donc, ça veut dire que quand il sortait, il s'éclatait tout seul. Et je pouvais, voilà, c'était apparent, et je pouvais moi-même faire des petits pansements, nettoyer tout. Et quand je rentrais à l'hôpital, chaque fois que je rentrais à l'hôpital, malheureusement, on ne pouvait pas faire l'incision parce que le pus n'était pas suffisamment connecté, d'après ce qu'il me disait. Il fallait attendre que ce soit connecté pour pouvoir l'extraire et en finir avec, voilà. Donc, sur cette période-là, mon sein a subi beaucoup de manipulations à l'hôpital, notamment, parce qu'il fallait voir est-ce que c'est prêt, est-ce qu'il faut tâter, est-ce qu'il faut envoyer une seringue et extraire, en fait, pour vérifier si, si tout était OK, si c'était prêt pour pratiquer la petite chirurgie. Et finalement, on a dû faire la chirurgie, mais quand on l'a fait, mon sein était tellement embauché qu'il ne pouvait pas prendre d'anesthésie. Donc, on a dû me faire une chirurgie à vif. Sans anesthésie? Sans anesthésie. Sur le sein? Ouais, sur le sein. Extraire? Pour extraire, parce que quand elle a fait la dernière ponction, elle s'est rendue compte qu'il y avait du sang, un liquide à l'intérieur, un peu comme mêlé à du sang, comme du lait, parce que c'est vrai que ça ne ressemblait pas à du pus, c'était plus du lait qui était resté mélangé à du sang et tout. Et il fallait carrément l'enlever parce que c'est ce qui me faisait horriblement mal, que la douleur était vraiment intense et tout. Et quand on l'a fait, comme je disais, on l'a fait à vif, c'était vraiment horrible. La douleur était indescriptible. Jusqu'à présent, je ne saurais décrire la douleur que j'ai ressentie. Donc, l'opération a duré pratiquement 40 à 50 minutes. Donc, j'étais allongée là, elle travaillait, elle a ouvert, là, elle a fait une petite incision là, elle a commencé à nettoyer, enlever tout ce qu'il fallait enlever. Après, elle a déchiré tellement j'avais mal, j'avais crié, j'avais même plus de voix, j'avais plus de force. À un moment donné, je suis restée complètement inerte. Je ne parlais pas, j'étais là dans les vapes, un peu comme si j'étais paralysée par la douleur. Donc, je suis restée comme ça un moment. Et puis, elle n'arrêtait pas de me dire, ma fille, tu es brave, tu es forte, ça va aller, courage, courage, courage. Moi, je me disais, bah, au moins, c'est terminé. Mais bon,
On a fini avec ça va aller. À ce moment-là encore, je ne m'imaginais pas en fait que c'était un cancer. On n'avait pas encore pensé cancer. C'était voilà, une mastite qu'il fallait soigner et je me disais, ok, si cette douleur, si c'est la dernière, c'est bon. Après, je suis libérée. Donc c'est un peu ça. Donc on l'a fait, j'ai fait une semaine de pansement. Après on a enlevé le pansement et c'est vrai que c'était terminé avec les abcès. La douleur avait baissé, mais mon sein avait carrément changé. Il était devenu, entre guillemets, difforme, je peux dire ça comme ça. Et il avait rétréci par rapport à notre sein. Et voilà, quelques temps après, j'ai discuté avec un ami qui est médecin dans l'hôpital de la place. Donc je lui ai expliqué en fait ce que j'ai eu avec mes petits bobos et tout. Il me dit, Babette, est-ce que tu as pensé à l'option cancer? J'ai pas envie de te faire peur, mais est-ce que tu as pensé à ça? Parce que moi, les histoires des seins là, franchement, quand on parle de ça, c'est assez inquiétant, surtout que ça a mis du temps. Un simple abcès avec une bonne dose d'antibiotiques et tout, ça passe. Oui. Je ne veux pas te faire peur, mais je te conseillerais de refaire des examens. Et il m'a appelé le lendemain, j'étais dans son bureau. Il a écrit les examens lui-même. Il n'est pas oncologue d'ailleurs, mais il a pris sur lui de me prescrire des examens. Il est même allé jusqu'à payer 50%. Il m'a dit, je paye 50%, je supporte 50%. Va dans tel laboratoire et on fait les examens que j'ai fait. Et je crois une semaine après, c'est sorti. Et ça a révélé que la tumeur, en fait, qui était bénigne, il y a cela un mois, était devenue maligne. Donc, c'est à ce moment-là que tout commence, c'est la course à la montre, c'est la panique et tout. Et il m'oriente maintenant vers un confrère oncologue. Je vais le voir. Il me dit, écoute Babette, c'est vrai, peut-être avec tout ce qu'il y a eu comme manipulation, on a pu la rendre agressive. Mais le seul examen, il peut dire avec exactitude que c'est un cancer, c'est une biopsie. Donc il faut faire une biopsie. Après la biopsie, on saura exactement de quoi il en est et on saura comment, quel traitement te donner. Donc je fais la biopsie. Et les résultats sont sortis 3 semaines. Les 3 semaines qui ont suivi, c'était les 3 semaines les plus longues de ma vie. Ah, ça, je peux imaginer. Ah oui, l'attente était franchement, à chaque fois je priais. Je dis Seigneur, j'espère que c'est pas ça, il ne faut pas que ce soit ça, machin et tout. Et puis quand les résultats sont sortis, il m'a appelé la veille. C'était la veille de l'anniversaire de mon fils. Il m'a appelé la veille, je suis partie. Et j'étais avec mon petit garçon, il m'a annoncé dans son bureau que voilà, ce qu'on craignait était effectivement ça. Je souffre d'un cancer du grade 2, nanana, nanana. Et moi, j'étais là, je le regardais, j'avais mon petit garçon à côté. J'avais l'impression, je crois qu'après, tout ce qu'il a dit après cancer, là, c'était plus possible d'entendre. Après, tout ce qui défilait dans ma tête, c'était mon fils, mon petit garçon. Est-ce que je vais le voir grandir? Je ne serai peut-être pas là à ses 15 ans. Je ne serai peut-être pas là quand il aura son bac. Je ne verrai peut-être pas ses enfants et tout. Donc, c'est un peu ça qui défilait. Après, j'ai dit, maman, ma mère, mes soeurs et tout. Mes projets, mais j'ai plein de projets. Comment je vais faire? Je n'ai même pas encore commencé ma mission divine. Je n'ai même pas encore commencé. Mais pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi là tout de suite, là maintenant? Et puis je me suis ressaisie. Bon, je pense que c'est aussi parce que j'avais mon fils. Je me suis ressaisie. Il m'a dit, il faut revenir demain. Oui, je peux revenir quand? Tu peux commencer le traitement quand? Parce qu'il m'a expliqué que voilà, le protocole c'était chimiothérapie néo-adjuvante avant pour pouvoir favoriser une meilleure chirurgie. Après la chirurgie, et puis voilà. Donc, 2 jours après, je lui ai dit, on peut commencer tout de suite. Il m'a dit non, il faut partir, il faut ramener la famille et tout. Il faut qu'on discute. Donc, je suis partie, j'ai appelé maman, j'ai appelé mes soeurs. Et voilà. 2 jours après, j'étais avec ma grande soeur et un de mes oncles dans son bureau. On nous expliquait un peu comment ça se passe, en termes de toute la procédure, le traitement, les différents cours, ce que ça implique et tout. Et c'est vrai que ce jour-là, j'étais beaucoup plus calme. J'étais beaucoup plus calme parce que j'avais quand même pris la décision, même si c'était pas encore... le mindset n'était pas encore hot, mais j'avais quand même pris la décision de me battre. Mais j'avais pris la décision de me battre. Je me disais, bah,
J'ai été diagnostiquée tôt. Ça veut dire Ça que veut j'ai dire qu'on peut beaucoup, faire quelque voilà, ça veut chose. dire que j'ai beaucoup de chance, j'ai de grandes chances et je pense que ça ira. Donc, il nous a expliqué un peu comment ça se passait. Une semaine après, je commençais ma première chimiothérapie et comme ce n'était pas lui qui la faisait, il m'a orienté vers un autre médecin, celle qui devait faire les chimios. Je suis allée la voir. Avec elle, c'était un peu compliqué. Le premier accueil n'était pas, Chaleureux. c'était vraiment pas chaleureux. Je veux dire, elle m'a pas. Je vais dire si à ce moment-là, je pensais encore que oui, c'était possible, je ne m'inquiétais pas. Si je veux dire, si on peut mesurer mon taux d'inquiétude sur une échelle, je dirais que avec le premier, j'étais, on va dire, à 8%, à 8 sur 10, pardon. Mais quand je suis allée la voir, je pense que la barre est descendue à 4 ou 3, je ne sais plus trop. Wow. Parce que la première fois que j'ai craqué, c'était là-bas, que j'ai pleuré à chaud de larmes. On est arrivé, elle nous a expliqué, elle était quand même assez froide. Je veux dire, c'est vrai qu'on s'attend à ce que la personne soit plus chaleureuse, qu'elle soit plus, qu'elle te, Du genre qu'elle te à rassure, encourager, voilà, oui. qu'elle te rassure davantage, qu'elle te mette en confiance, mais c'était du genre, le traitement il est coûteux, c'est la maladie des riches, c'est machin, c'est ceci. Et je veux dire, la goutte d'or, en fait, qui a dépassé le vase, c'est quand ça, on a ce temps pour me consoler, en fait. Ça partait d'un bon sentiment et tout. Pour me consoler, me dire, toi-même, tu as la chance, tu as déjà ton petit garçon et tout. Et là, je me dis, tiens, ça veut dire que je pourrais plus faire d'enfant, ça veut dire que c'est bon, là, ma vie s'est arrêtée. Donc, si j'avais pas eu mon garçon, ça veut dire que je serais là comme ça. Donc là, ça m'a fait un choc. Et j'ai commencé à pleurer. Je pleurais vraiment à chaudes larmes. Mon tonton, il a fui. il allait rester, il allait rester dehors. Elle m'a prise, son assistante, elle m'a prise, elle m'a emmenée dans un autre bureau, le bureau d'à côté. Elle m'a dit, calme-toi, je sais que c'est dur, je sais que c'est difficile, mais sache que tu n'es pas seule. Il y a la moyenne d'âge. Maintenant, c'est plus comme avant, où on disait que c'est 50 ans l'âge pour attraper un cancer et tout. Mais je connais même des malades qui sont même moins âgés que toi, qui se battent, il y a des groupes de soutien, elle m'a dit, il y a plein de personnes avec qui tu peux partager ça et tout, c'est dur, c'est vrai, mais il faut que tu te battes. Et ça m'a quand même rassurée de savoir à l'instant qu'il y avait des jeunes femmes comme moi qui, non pas que j'étais contente qu'elles souffrent, mais savoir que tu n'es pas seule dans ça, savoir que tu as des personnes avec qui tu peux échanger, des personnes qui partagent ou qui peuvent comprendre ce que tu ressens, c'est assez rassurant. Et elle m'a dit un psychologue, elle m'a donné son numéro et je l'ai appelé, je crois, le lendemain. J'ai fait une séance avec lui, on a beaucoup discuté, on a échangé et tout. On a fait 1, 2, 3 séances. Au bout de la troisième séance, il m'a dit, bah écoute, Babette, je pense que tu as tout ce qu'il faut pour vaincre. Tu es forte, sincèrement, tu es l'une des personnes les plus fortes que j'ai rencontrées, jusqu'ici. Tout ce que je te conseillerais de faire, c'est de faire ce qui te plaît, c'est de t'accrocher sur toutes ces choses-là qui te procurent du bonheur, du plaisir. Franchement, ne te donne aucune limite, vis pleinement. Dis-toi que voilà, c'est une étape à traverser et je pense que ça ira. Donc, c'était la dernière fois que je consultais un psy. Et après, j'ai pris sur moi de rencontrer d'autres malades. Mais j'avais besoin de rencontrer quelqu'un qui avait vécu, qui était passé par là. Et c'est comme ça que je rencontre, on me parle d'une jeune dame, Pauline, qui a eu un cancer. Elle était pratiquement au stade 4, mais elle a pu s'en sortir. Et j'ai tout fait pour arriver chez elle. Je suis arrivée chez elle, j'ai discuté avec elle. C'était, franchement, ce qu'elle a fait pour moi était extraordinaire. On a beaucoup discuté, elle m'a montré des photos, des vidéos. C'était vraiment extraordinaire l'échange qu'on a eu. Et puis je me dis, bah, Pauline l'a fait, pourquoi pas moi? Je le ferai. Bah oui, je le ferai. Elle l'a fait, pourquoi pas moi? Je peux le faire. Et puis je me dis, bah finalement, peut-être c'est une épreuve, peut-être c'est pour nous permettre de mieux comprendre ce que ces personnes-là ressentent. Peut-être c'est pour, peut-être c'est, je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se créer derrière tout ça. C'est vrai que c'est difficile à le dire comme ça, mais je me suis dit, bah, forcément, il y a quelque chose que je dois faire. Forcément, il y a quelque chose à accomplir derrière ça. Et
je me suis dit, bah, c'est lancé, c'est lancé. On va se Là, battre tout jusqu'au l'espoir bout. revient. Ouais. On est certain que, voilà, aujourd'hui, Oui. c'est le cancer, demain, ce sera Voilà. parti et je vais continuer ma vie. Voilà. Surtout qu'à côté, il y a des personnes qui vivent pire que le cancer. Il y a des Mm. personnes qui traversent des épreuves tellement, tellement difficiles que tu te demandes comment elles font Mhm. pour sourire, pour arriver encore à sourire. Quand tu te regardes à côté, tu te dis, bah, si elle arrive à le faire, pourquoi pas moi? Vraiment. J'ai fait ça et quelques temps après, j'ai commencé mon traitement. J'ai fait une chimio, c'était là. Je J'ai pense que bagarré un c'est une peu. étape que beaucoup de personnes appréhendent. Parce Oui, qu'on beaucoup. on a l'habitude de regarder à la Beaucoup. télévision, les Oui, chimiothérapies, ça. ça se passe pas super, super bien. Ouais. Il y a des femmes qui perdent les cheveux, il y en a qui perdent le taux de mobilité. Parfois même, c'est des saveurs qui ont disparu. Vraiment, la télé, les documentaires et tout ce qu'on a, les livres de sciences, Ouais. même nous montrent tellement de choses. Mais vraiment, j'aimerais que... Je ne sais pas si on peut vraiment parler un peu de cette chimio. Oui. Combien de séances déjà tu as faites? C'était quoi le plus difficile parmi tout ça? Et est-ce que c'est vrai que ça peut réussir à rendre quelqu'un, je sais pas, je vais pas oser dire ça. Comme un légume. Voilà. Alors, ce que je peux dire, jusqu'ici, ce que j'ai pu voir, les films que j'ai pu voir sur les malades de cancer, chimio et tout, je te rassure que c'est exactement ce que c'est. Ok. La chimio, c'est une épreuve extrêmement difficile. On perd ses cheveux, on devient tout noir, on a on a des taches noires qui ressortent au niveau des plantes de pied, au niveau de la paume des mains, au niveau de la langue. En fait, la chimio, on l'a dit, véritablement, quand tu te regardes sur une glace, tu as l'impression que tu es un cadavre. C'est dur de le dire comme ça, mais la chimio, c'est une épreuve très, très, très difficile. D'autant plus que le traitement qu'on te donne, c'est un traitement choc qui est très violent et qui a pour but de détruire toutes les cellules cancéreuses. Mais malheureusement, elles détruisent aussi les cellules saines. C'est pourquoi quand on est sur chimiothérapie, on a un système immunitaire qui est extrêmement bas. On doit faire attention à tout, ne pas choper un microbe, on doit rester dans un environnement totalement sain. Ouais, on doit... en fait, c'est toute ta vie qui change, même ta façon de manger qui change, c'est tout qui change. C'est tout qui change. Donc, quand j'ai commencé la première chimio, d'abord difficile, les effets secondaires, le premier que j'ai ressenti, c'était les nausées. C'était tellement intense, j'arrêtais pas de cracher comme une femme enceinte, mais c'était franchement, on va dire 2 fois. Oui. Et il y avait la fatigue, les coups battus, les bouffées de chaleur, la pâleur. C'est vrai que le plus dur aussi, le plus difficile, c'était les coups battus, parce que quand tu as mal aux articulations, c'est vraiment compliqué. Et quand je faisais mes chimios, quand j'ai commencé mes chimios, j'avais beaucoup de restrictions. Je ne devais pas être proche des enfants, je devais rester dans un environnement totalement sain, pas pollué. Je ne devais pas recevoir trop de visites de peur que je sois contaminée par une grippe ou je ne sais quoi. Et c'était assez difficile. Maintenant, au niveau de l'alimentation aussi, il y avait beaucoup de restrictions. Déjà qu'on m'avait interdit le sucre, les produits laitiers, tout ce qui est conserve, je devais manger plus de fibres, plus de légumes, fruits, etc. Et bon, c'est vrai que de ce côté-là, c'était pas trop compliqué parce que voilà, en même temps, j'avais une alimentation assez saine quand même. Et supporter tout ce qui est effets secondaires et tout, c'était vraiment dur. Et le plus dur aussi, c'était de me voir changer. De voir mon teint changer. Transformation physique, oui. La perte de mes cheveux qui est arrivée dans les 2 à 3 semaines après. Après la première séance? Ouais, après la première séance, je pense. Oui. Et totalement, j'ai dû faire mon big shot, tu vois. Tu te retrouves du jour au lendemain avec la boule à zéro, tu es totalement noir, pâle, tu ne ressembles à rien du tout. Voilà, tu ne ressembles vraiment à rien du tout. Et à côté de ça aussi, tu commences petit à petit à découvrir des gens. Tu as besoin d'aide pour faire tes repas, tu as besoin d'aide pour ton bain parfois, tu as besoin d'aide pour faire ci ou ci. C'est vraiment compliqué pour une personne qui n'est pas habituée à ça, pour une personne qui a acquis son indépendance assez tôt. C'est vraiment difficile de se laisser
de se sentir dépendante des autres et tout. Donc, la première chimio, c'était assez, on va dire qu'on a quand même géré. Mais la deuxième, C'était au bout de combien de temps après la on première? va dire tous les 25 jours, pardon. Donc, on va dire tous les mois, Tous les mois. quasi tous les mois, oui. 2 semaines à 3 semaines, donc on va dire tous les mois. Et ça fait combien de chimie au total? Alors, j'ai eu 8 chimiothérapies. C'est vrai qu'à la base, je devais avoir 6. Mais vu que j'ai commencé à Douala, j'ai fait 2 à Douala et j'ai recommencé le traitement. Il fallait refaire encore les 6 autres. Je me suis retrouvée avec un total de 8 chimiothérapies. Environ. Laquelle était la plus difficile à gérer? La deuxième. La deuxième chimio, c'était la plus difficile. Je pense que j'ai atteint le pic à ce moment-là. Les douleurs étaient horribles. C'était horrible. J'étais totalement dépendante des autres. J'étais mal. J'avais des nausées horribles. Toutes les 5 minutes, il fallait vomir, il fallait cracher. J'étais fatiguée. Je me levais à peine du lit. Je passais mes journées couchées. Je ne pouvais même pas voir mon fils. C'était vraiment, vraiment difficile. Et j'ai dit à ma mère, fort, c'est dur, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, je ne vais pas y arriver. Si ça continue comme ça, je ne vais pas y arriver. Et je leur ai dit que j'arrêtais. J'arrête. Je préfère arrêter, je préfère qu'on change. Soit on change de médecin, soit on change de traitement, soit on m'évacue ailleurs, je ne sais pas, en Inde ou je ne sais pas où. Donc c'était, je ne peux pas continuer. Et Dieu merci, elles m'ont écouté. Et on a cherché, on a essayé de voir si on pouvait rencontrer quelqu'un d'autre. Et finalement, c'est une amie qui me fait rencontrer le médecin avec qui le médecin qui m'a finalement suivi. Il est basé à Yaoundé. Je suis allée là-bas le voir. Et le premier contact, c'était... En fait, tu vois, il y a des personnes que tu rencontres, mais tu ne sais pas pourquoi, tu te ressens que c'est la bonne personne. En fait, il y a une certaine paix. Voilà, tu ressens que c'est la personne qui te faut là. C'est la personne avec laquelle tu dois faire ce chemin-là, ce parcours-là. C'était comme ça avec lui. Et il m'a tout de suite rassurée. Quand je suis sortie de son bureau, j'avais l'impression qu'on m'avait enlevé un gros poids des épaules. J'étais joyeuse, je souriais même. Je me souviens, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, c'est bon, je vais continuer à Yaoundé. Je pense que c'est le bon médecin. Le médecin, là, il est comme ça, il est comme ça. Mais l'une des choses qui m'a véritablement marquée, c'était la première fois que j'ai rencontré un médecin qui me parle de Dieu. Je vois. C'était la première fois que j'ai rencontré un médecin qui me parle de Dieu. Quand on faisait les chimios, chaque fois qu'on voulait commencer, on faisait des prières. Il me tenait la main, il me dit, ma fille, on va prier. Il me dit, c'est voir le médecin soigner, Dieu le Père. Le médecin soigne, c'est Dieu qui guérit. Voilà, c'est Dieu le Père. Et c'est l'une des choses qui m'a marquée et j'ai senti que c'était la personne que le Seigneur avait envoyée. Non, je l'ai dit. Voilà. Donc j'ai senti que c'était lui et c'est comme ça qu'on a repris le traitement et il m'a dit que le premier protocole que je suivais avait un petit souci, il fallait recommencer et tout. Il a changé les médicaments et avec lui les chimios franchement c'était différent. Je n'avais plus trop de malaise. Au bout de 3-4 mois, j'ai arrêté de perdre. En fait, les cheveux ont recommencé à pousser. Oui, ils ont recommencé à pousser. Et c'est vrai qu'il y avait un peu de nausée, il y avait un peu de fatigue et tout. Parfois même, je vomissais, mais c'était plus supportable. C'était plus supportable. J'ai pu tenir 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et à chaque fois que je faisais des contrôles, on se rendait compte que ça évoluait très bien. Mon corps, l'organisme réagissait très bien au traitement. Et là, tu pouvais voir ton petit garçon? Oui, c'est vrai quand même que j'ai fait, je crois, 4 à 5 mois sans me voir. Oui, parce qu'on a fait partie. C'était insupportable de l'avoir dans la maison, de ne pas pouvoir le prendre. Et lui, il n'allait pas comprendre pourquoi je ne peux pas voir maman, pourquoi je ne peux pas jouer avec maman. Donc, on a fait partie, aller rester avec son papa. Et c'était aussi très, très, très dur de le voir partir. Il a fait dans les 4 à 5 mois là-bas, peut-être 6 mois là-bas. Et ça l'a beaucoup affecté aussi. Parce que quand il est revenu, c'était un peu difficile
les enfants. C'était difficile, il avait l'impression que Quel je âge l'avais. Il avait dans les 2 et demi, 3 ans. Wow, très petit, très Il fragile était petit. surtout. Lui, il ne comprenait pas trop ce qui se passait. Et Mm. c'est vrai que je lui ai dit que maman est très très malade, Mm. mais maman, elle va revenir te chercher. Et à chaque fois, il disait à son papa, maman ne vient pas me chercher, pourquoi? Je veux que maman vienne me chercher. On parlait souvent au téléphone. Je suis allée le voir une ou deux fois quand je me sentais un peu bien, Mhm. mais c'était dur. C'était dur de ne pas être avec lui. C'était vraiment dur parce que c'était lui en fait qui me donnait encore plus de force. Donc l'avoir près de moi, c'était comme du carburant. voilà, c'était comme du carburant. Et maintenant le voir partir et tout, c'était assez difficile aussi. C'est l'une des choses difficiles que j'ai dû surmonter dans mon combat. Mais après, c'était pour la bonne cause aussi. Donc, après les chimiothérapies, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'était, voilà, on a vaincu la maladie ou il y a eu d'autres... Et pendant ce temps, pendant que la maladie évoluait plutôt bien, non, ton état évoluait plutôt bien, parce que la maladie n'est jamais une bonne chose. Pendant que ton état évoluait plutôt bien, est-ce qu'il y avait, le cordon était maintenu avec les autres malades? Comment est-ce que tu menais ce combat-là? J'ai envie de dire ce côté social, altruisme, empathique. Comment est-ce que ça se passait? J'imagine que tu rencontrais des malades chaque fois sur ton chemin. J'imagine que de voir des cas plus durs, plus lourds ou bien moins graves avait forcément des répercussions. Comment est-ce que tu vivais cela? Alors, c'est vrai. Et tout à l'heure, je l'ai dit quand je parlais de mission, quand je disais qu'il y a peut-être un sens derrière tout ça, c'est que pendant mon parcours, je me suis, je vais pas dire que je me suis découverte en fait une nouvelle mission qui est celle d'accompagner d'autres malades comme moi, de les aider à être plus forts, de les aider à avoir le moral très très haut parce que pour se battre contre un cancer, il faut être psychologiquement muni. Et je me suis enregistrée dans plusieurs forums, en France, au Cameroun, forum de malades. J'ai rencontré plusieurs malades avec qui on a créé un groupe, une sorte de groupe de soutien où on se retrouvait chaque soir pour échanger sur l'évolution. Alors, c'était comment la journée? Voilà, l'évolution du traitement, comment ça se passe, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui. C'était vraiment, on a créé en fait une nouvelle famille. Et on s'est créé une nouvelle famille. À côté de ça aussi, quand j'ai commencé, c'est vrai que ça a mis du temps, mais après plusieurs mois, j'ai parlé de ma maladie. Et j'ai des personnes qui me contactaient, j'ai des malades qui me contactaient. Et on a suivi votre histoire. J'ai été diagnostiquée il y a quelques mois. Je suis déprimée. Comment est-ce que je peux faire? Je vois comment vous êtes forte. J'ai besoin que vous m'aidiez et tout. Et c'était un peu comme ça. Pendant que je suivais mes chimiothérapies, je chattais avec les malades, j'étais en train de dire, il faut être fort, ça va aller. Madame la psychologue. C'était un peu ça, au point où mon médecin m'envoyait parfois des malades. Il y a des moments où il m'appelait, il me dit, écoute, Babette, je suis avec un nouveau cas, j'ai besoin que tu discutes avec elle, j'ai besoin que tu lui dises comment ça se passe pour toi, comment ça s'est passé pour toi, parce qu'il est déprimé et tout. Plusieurs fois, il a fait. Et voilà. Et puis après, maintenant, à côté de ça, quand on traverse une histoire pareille, il n'y a pas que... on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de choses qui manquent, notamment dans l'accompagnement des malades. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites, qui devraient être faites. Tu te rends compte que les malades du cancer ne sont pas véritablement accompagnés sur le plan psychologique, sur le plan matériel, sur le plan financier. Parce que voilà, c'est déplorable, mais il y a des malades qui meurent parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour se faire soigner. Il y a d'autres qui carrément se laissent mourir parce qu'elles n'ont pas accepté qu'elles sont malades, parce qu'elles ne veulent pas accepter qu'elles sont malades et elles se laissent totalement mourir. Est-ce qu'il y a encore des cas, par exemple, qui mystifient cette maladie? Par exemple, je vais prendre le cas de coronavirus. Quand c'est arrivé, il y a beaucoup de personnes qui ont dit non, c'est juste une invention. On a eu la même chose avec le VIH-Sida. Beaucoup de personnes jusqu'aujourd'hui n'acceptent pas que c'est une maladie et n'acceptent pas qu'elles puissent être victimes. Est-ce qu'il y a des cas comme ça? Du genre, non, on m'a juste lancé ça. Par exemple, on a vu des abcès. Il y a des personnes qui vivent encore comme ça. Ah oui. Tu en as rencontré? Je me souviens que quand moi a commencé, surtout que je n'avais pas d'antécédents dans ma famille, j'ai des amis, j'ai des personnes qui m'ont dit que c'est l'œuvre du diable. On t'a fait ça au village? Ouais, on m'a dit que c'est l'œuvre du diable. J'ai des personnes qui m'ont dit que c'est l'œuvre du diable, que je devais faire des veillées de prière, que je devais
il y a beaucoup de choses qu'on m'a dit, qu'on m'a dites et tout. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent encore aujourd'hui que le cancer, c'est une maladie qu'on lance. Peut-être c'est l'occasion de sensibiliser aussi, hein, parce que je crois que tous les mois Il y a beaucoup d'octobre, de il y a personnes, Octobre oui, Rose, il y a beaucoup il de y a beaucoup de, sensibilisation. il y a beaucoup de personnes qui pensent que le cancer, c'est une maladie qu'on lance. Mais c'est vrai quand même que jusqu'ici, on ne peut pas véritablement identifier les causes du cancer, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que nous faisons qui peuvent nous prédisposer à avoir un cancer, notamment l'alimentation. Il y a l'alimentation aussi sur les conserves, par exemple. Les boîtes de conserve. Oui, c'est à prescrit, les produits chimiques, c'est à prescrit. Les défrisants pour les cheveux, les produits qu'on utilise sur notre peau. Ok. Oui, donc c'est juste pour dire que on peut attraper le cancer sans que ce soit le grand-père du village qui la lance. Voilà, qui fait le sang. Voilà, qui fait le sang. D'accord. Les séances de chimiothérapie, j'ai envie de dire le tchatch avec des autres personnes malades, cette session de motivation, d'encouragement, de soutien moral à l'endroit des malades. Après ça, c'était, je suppose, la phase opératoire. Il fallait passer au bloc. Ouais. Bon, pendant ça, même pas forcément après ça. Pendant que je faisais mes chimios, je faisais des contrôles. Et on se rendait compte que la tumeur là-bas, ça avait considérablement diminué. Et on était même allé sur la base sur une chirurgie conservatrice. Voilà. Donc on ne coupe pas le sang, voilà, on enlève juste la tumeur. On enlève juste, voilà, ce qui restera de la tumeur et peut-être faire une reconstruction après, une réduction sur l'autre sein pour que sur le plan esthétique ce soit convenable et tout. C'est ce qui était prévu parce que ça se passait très bien. Et à la veille du bloc opératoire, les médecins sont arrivés, toute la clique était là, l'infirmier, l'anesthésiste, le chirurgien, ils étaient tous là, ils faisaient des copies, voilà comment est-ce qu'on va travailler, parce qu'il était question qu'on conserve ce sein-ci et qu'on réduise notre sang. Donc c'est ce qui était prévu. Et jusqu'à la veille du bloc, c'est ce que je savais en fait. Oui, c'est ce à quoi je m'attendais. Mais sauf que quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'avais plus de sang. J'avais plus de sang et on m'a prélevé près de 80 à 90% de mon sang. En fait, ils ont laissé suffisamment de tissu pour que je puisse faire une reconstruction mammaire plus tard si je le souhaite, bien sûr. Les deux côtés? Deux côtés. Parce que j'avais eu un cancer sur le sein de gauche. Et je me suis réveillée et j'avais plus de sang. J'ai ma mère qui était là, elle me regardait, elle me disait ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, ne prends pas mal, dis-toi que voilà, tu es en vie. Le plus important, c'était qu'on te sauve la vie, on ne pouvait pas sauver ton sein et tout. En fait, c'est aussi pour dire que le cancer, c'est une maladie qui est très vicieuse. C'est une maladie très sournoise. Malgré le fait que j'ai été prise en charge assez tôt, malgré le fait que je supportais bien et que le corps réagissait bien au traitement, au final, il fallait l'enlever. Il fallait l'enlever parce il fallait éliminer tous les risques de récidive. Donc, c'est juste pour attirer l'attention des gens et leur dire que le diagnostic précoce vous sauve la vie. Le cancer, c'est une maladie qui se propage à une vitesse. Alors là, vous n'avez pas idée. J'ai eu la chance que je n'ai pas eu des métastases, mais j'ai des amis qui, malheureusement, ont eu des métastases. Et avec les métastases, ce sont des complications et ça devient encore plus délicat. Et parfois, même à un moment donné, on dit bah, ce sont des soins palliatifs, juste pour atténuer les douleurs, on ne peut plus rien faire. Et c'est lourd. C'est dur, c'est lourd. Donc vraiment, c'est une course à la montre. Il faut aller très, 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 très vite. Mais il faut agir très vite. Sans parler des personnes qui se font opérer plus d'une fois pour le même sein. Waouh, c'est un peu... Enfin, ça fait beaucoup de découvertes et je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je t'écoute, j'ai l'impression que je me vois. je me suis transposée dans ta douleur et j'arrive pas vraiment à me défaire de cela. Mais après le bloc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était la fin?
C'était quoi l'étape qui a suivi et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu puisses déclarer que tu as vaincu le cancer? Alors, après le bloc, on va dire que le plus dur était déjà passé. Et ce qu'il fallait faire maintenant, c'est de me mettre sur hormonothérapie parce que j'ai un cancer hormonodépendant. Ce sont mes hormones qui sont responsables de la prolifération des cellules dont il faut. Cancéreuses. Voilà. Donc, je suis sous traitement hormonal qui peut durer jusqu'à 5 ans ou 10 ans même. L'opération, c'était il y a déclaré en octobre 2019. Voilà. Chimiothérapie pendant 8 mois. Je crois 9 mois après, j'ai eu ma chirurgie. Quasi 9 mois, 10 mois après, j'ai eu ma chirurgie. Donc, ça a fait plus de 9 ans que j'ai eu ma chirurgie. Donc maintenant... Fin d'année 2020. Et aujourd'hui, on est en octobre. Donc, ça va faire exactement 2 ans que tu as été déclarée malade. 2 ans. 1 an que tu as été... J'avais dit déclarée guérie. C'est ma foi. Du moins, ça fait 1 an que tu as fini avec on va dire que... les cellules cancéreuses à l'intérieur de ton corps et que tu es sous traitement hormonal. Voilà. Ok. Pour limiter toute récidive. Voilà, exactement. Donc, en fait, on peut déclarer que tu n'as plus de cellules cancéreuses dans ton corps. Oui. Wow. Je crois que voilà qui peut réjouir et peut-être apporter de la foi parce que moi, je vous assure, avant de rencontrer Jolie Babette, j'avais jamais su, j'avais vraiment jamais encaissé l'idée que quelqu'un puisse guérir du cancer. Moi, je savais que, bon, du moins, c'est des informations qu'on a reçues. Et moi, je savais que quand on a le cancer, on vit avec jusqu'à ce que la maladie ait raison de nous. C'est vrai, il y a des exceptions, il y a des témoignages des personnes qui ont été guéries miraculeusement. Mais là, ça reste divin et ça reste spirituel. Mais vraiment, j'ai jamais su qu'on pouvait aller à l'hôpital, suivre un traitement, avoir un protocole qui nous amène à la fin d'une autre guérison. Et aujourd'hui, je crois qu'elle est là. L'exemple palpable. Et je peux la toucher. Moi, j'aime dire que le plus dur est derrière moi. Maintenant, on va dire il faut faire des contrôles, il faut surveiller pour ne pas faire une récidive dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il faut contrôler, en fait, c'est toute ta vie qui change. C'est tout. Ta façon je vais retenir. C'est vrai que l'épreuve va être difficile à vivre, mais moi j'ai envie de m'arrêter sur cette note d'espoir pour toutes les personnes qui sont malades, pour toutes les personnes qui étaient même effrayées, qui ont un proche malade. Je pense que vraiment la perle, le trésor dans l'histoire, c'était le moral. Garder son moral positif, vouloir se battre, vouloir aller au-delà de la douleur, même si elle semble à un moment insupportable. Je me souviens, elle a dit que lorsqu'elle a fait sa 2e chimio, elle a eu tellement mal qu'à un moment, elle a dit « je ne peux plus, j'arrête ». Ça peut arriver. Ça arrive d'être faible, ça arrive d'être à bout de force, mais vraiment le plus important, c'est que même si il reste une petite force pour faire... Vraiment, ce sera de se dire, je continue, ça va aller. Elle est là et vraiment, pour moi, c'est la plus grande preuve, c'est la plus grande source de motivation qui puisse être pour toutes les personnes qui sont malades du cancer et d'autres pathologies qui peuvent être un peu plus graves. Alors, avant de sortir, j'aimerais que tu parles à toutes ces personnes qui sont malades, on a la difficulté d'être séparé des enfants, avoir des douleurs, affronter le regard des autres, affronter tout ce qui a suivi et plus tard se retrouver sans sein. C'est vrai que ça ne se remarque pas du tout. Peut-être qu'on me dit comment elle fait. Ça ne se remarque pas du tout. Affronter tout cela et aujourd'hui être la jolie Babette, je vous assure, si vous aurez... Ça va nous donner son idée. Peut-être qu'on va publier ça pendant qu'on publie la vidéo. Vous pourrez aller suivre ses activités, suivre ce qu'elle fait, l'énergie, l'amour, la présence. Et le plus important, la vie qu'elle met dans tous ses projets, c'est juste inimaginable. Comment est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes qui te regardent? Au-delà du regard qu'on pose sur toi et des personnes qui sont vraiment dans un état pas vraiment facile à encaisser, qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes malades et les familles, l'entourage de toutes ces personnes qui souffrent de cela? Alors, ce que je dirais aux malades, c'est que ce n'est pas la fin. Je pense que on doit se battre jusqu'au bout. Je pense que le seul regret en fait qu'on devrait avoir, c'est de ne pas faire ce qu'il fallait, de ne s'être pas battu jusqu'au bout. Donc, il est important de se dire, ok, je vais en guerre. Et pour aller en guerre, on doit être uni.
on doit avoir un mental d'acier parce que c'est pas facile. Il faut être préparé psychologiquement. Il faut se dire, il y aura des moments où ça ira mal. Il y aura des moments où ça ira très, très, très mal. Mais il y aura aussi des moments où je pourrai rebondir, où je dois rebondir. Je me dois de rebondir. Et pour ça, vous devez vous appuyer sur tout ce qui vous procure de la joie, vos enfants, votre famille, votre conjoint, vos amis, vos projets, ce pourquoi vous êtes là, ce que vous avez accompli sur cette terre avant de partir. Au final, on meurt tous un jour. On meurt tous un jour, mais c'est à vous de dire, ok, moi, je ne vais pas mourir dessus d'un cancer. Je vais me battre. Je ne mourrai pas de cancer. Et je partirai après avoir accompli ma mission divine. Qui dit mission divine m'amène à faire une interpellation avec ton apport, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, je me souviens quand ma marraine m'a dit un jour, quand on est avec des femmes et qu'on leur dit ça va aller, à force de leur dire ça va aller, elles ont tendance à se laisser aller à la dépression, aux difficultés, au moindre petit pépin, elle attend encore la personne qui viendra lui dire ça va aller. Remarquons que lorsqu'elle parlait tout à l'heure, elle a dit je dois aller, je dois vaincre, je dois. En fait, c'est pour dire que la personne qui doit être forte, c'est d'abord toi-même. Je veux dire, c'est d'abord moi. Si je suis forte, j'amène les autres à m'accompagner. Si j'ai décidé que je ne peux plus, même si les gens viennent soutenir mes deux bras comme ça, viendra le moment où ça va retomber. Donc vraiment, je pense que chacun de nous, chaque fois quand on se lève le matin, on doit donner un sens à notre vie. Je pense que c'est cela qui t'a permis d'avancer. Tu avais une mission, tu avais commencé quelque chose et tu avais envie de rester pour voir la suite. Tu avais un enfant, tu avais envie de rester pour voir ses 15 ans, pour l'amener à l'hôtel quand il va se marier. Trouvons une source, trouvons une motivation, trouvons une raison. Comme je dis souvent, il faut qu'on ait raison d'être en vie parce que les gens meurent chaque fois. Donc, est-ce que tu peux parler à ces femmes? Là, on n'est plus dans le cadre des personnes qui sont malades, mais on est vraiment face à toutes ces femmes qui ont des challenges chaque jour, que ce soit des maladies ou des coups. Comment est-ce qu'elles peuvent développer une raison de se lever, de se battre chaque jour? On va s'appuyer sur ton expérience. Déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les épreuves sont là. Les épreuves sont là pour une seule raison. C'est pour nous rendre plus forts. C'est pour nous préparer à ce qui nous attend. C'est pour nous forger. Moi, ce sont des épreuves, ce sont des difficultés que j'ai rencontrées sur tout mon parcours qui ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Alors, échouer, c'est vrai, ça fait mal, mais échouer, c'est bien. Échouer, c'est bien parce que c'est en échouant qu'on se prépare davantage. C'est en échouant qu'on peut rectifier le tir. C'est en échouant qu'on peut voir ce qui ne marche pas. Comment est-ce qu'on peut l'améliorer et pouvoir avancer. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que il ne faut surtout pas se laisser abattre. Surtout pas se laisser abattre. Il faut toujours se battre et s'accrocher. S'accrocher sur ce qu'on veut faire, sur nos projets, sur ce qu'on veut apporter pour changer ce monde. J'aime bien dire ça comme ça. C'est s'accrocher sur ce pourquoi nous sommes là, ce qui nous motive au quotidien. Ça peut être le projet, l'entreprise qu'on a envie de créer. Ça peut être le projet qu'on a envie de mettre en place. Ça peut être que ce soit un projet personnel ou un projet professionnel, mais vous devez vous accrocher sur ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir traverser tout ça, pour pouvoir renchérir, pour pouvoir se relever. Et tout ce que je peux dire, c'est que n'ayez pas peur d'échouer. Pas du tout. Au contraire, appuyez-vous sur vos échecs pour faire mieux. Alors, avant de sortir, j'ai envie de faire ce jeu avec toi. Tu vas regarder ta caméra, tu vas te présenter à nouveau. Ok. Et tu vas dire à la fin, j'ai vaincu le cancer du sein. Est-ce que tu peux faire ça? Ouais, je peux le faire. Alors, je suis Wati Jolie Babette, j'ai 34 ans et j'ai vaincu le cancer du sein. Et si vous ne vous croyez et si vous ne le croyez pas, j'allais dire, eh bien, il suffira de suivre toutes tes activités, de regarder cette émission, de partager, d'aller dans les centres où vous trouverez les personnes atteintes du cancer du sein, de suivre leur quotidien parce que j'ai à le dire, ce n'est pas l'affaire d'une personne, ça nous concerne tous aujourd'hui. C'est quelqu'un d'autre. Hier, c'était elle, demain, ce sera une autre personne.
il faudra qu'on soit assez avisé. Alors, on va mettre un terme à cette autre édition de J'ai vaincu. Voici l'histoire de Où es-tu jolie? Vraiment, merci d'avoir accepté de partager ton expérience, d'ouvrir ton cœur et de nous parler vraiment à cœur ouvert de cette expérience. Merci. Merci à toi, Linda. Et j'ose espérer que derrière ce téléphone, cette tablette, cet ordinateur, cet écran, quelqu'un trouvera la force de se lever et de vaincre à son tour. Et pourquoi pas, on vous recevra ici pour partager également votre histoire. Merci. Merci à toi, merci à la grande équipe qui contribue à cette réalisation. Merci à ce million de personnes qui partageront. Merci à toutes ces vies. Non, merci pour toutes ces vies qui sont transformées et qui vraiment des personnes qui se trouvent fortifiées chaque jour en regardant ce programme. On se dit à très bientôt pour une autre version de Voici mon histoire dans un autre décor, pourquoi pas dans la vie d'une autre personne. Et qui sait, ce sera peut-être vous. Alors, je vous dis à très vite.